Oui, on n'a pas le même cerveau. Alors on continue. La conclusion de ce type de raisonnement, qui met tout le monde dans le même sac, fonctionne encore moins en matière d'émotion sur le plan médical. Les scientifiques ont découvert que notre ADN détermine notre réaction aux médicaments, entre autres choses. Nous sommes à l'aube d'une médecine personnalisée. Pour une même maladie, le traitement prescrit à un tel patient ne sera pas le même que celui prescrit à un tel autre. Et c'est pour une raison fondamentale. Nous n'avons pas les mêmes gènes. De même, lorsqu'il s'agit de notre façon de réagir aux épreuves de la vie ou de développer notre capacité à éprouver de la joie, à former des relations aimantes, à résister aux échecs et, plus généralement, à mener une vie épanouie, la prescription doit être tout aussi personnalisée. Cette fois-ci, cela n'est pas seulement dû à nos différences génétiques, encore que l'ADN ait une influence indéniable sur nos traits émotionnels, mais à nos modèles d'activité cérébrale. Tout comme la médecine de demain sera modelée par l'analyse de l'ADN des patients, la psychologie d'aujourd'hui suppose que comprendre les grands modèles d'activité cérébrale qui sous-tendent les traits et les états émotionnels qui nous définissent. Ayant vu des milliers de personnes du même milieu réagir de 1000 manières différentes aux mêmes événements, face au stress, par exemple, certains se montrent résilients alors que d'autres s'écroulent. Ces derniers deviennent anxieux, déprimés, incapables de fonctionner lorsqu'ils se heurtent à l'adversité. Les résilients parviennent non seulement à tenir bon, mais même à tirer profit de certains événements stressants. Ils tournent l'épreuve à leur avantage. Tel est en résumé l'énigme qui a guidé ma recherche. Je voudrais savoir ce qui détermine notre attitude face à un divorce, à la mort d'un être cher, à la perte d'un emploi ou tout autre revers, et inversement. Je voulais savoir ce qui détermine notre attitude face à un succès professionnel ou amoureux, au dévouement extrême d'un ami ou toute autre source de bonheur. Pourquoi et en quoi sommes-nous si tous différents dans nos réactions émotionnelles aux aléas de la vie? La réponse à cette question, résultant de mes travaux, est que chacun a son style, a son propre style émotionnel, c'est-à-dire une constellation de réactions et de manières de faire face qui diffèrent par leur nature, leur intensité et leur durée. Tout comme chaque individu a des empreintes digitales uniques et un visage unique, chacun de nous possède un profil émotionnel unique, tellement intégré à notre identité que nos proches sont souvent capables de prédire notre réaction à telle ou telle difficulté émotionnelle. En ce qui me concerne, je suis plutôt optimiste et positif. J'aime relever les défis. Je rebondis vite. Mais si j'ai parfois tendance à m'inquiéter pour des choses qui échappent à mon contrôle. Frappé par ce tempérament solaire, ma mère m'appelait son petit joyau. C'est en raison de son style émotionnel qu'une personne récupère assez vite après un divorce douloureux, alors qu'une autre reste embourbée dans le désespoir et la culpabilité. Juste pour faire une pause ici, je pense que pour moi, quand il s'agit de situations difficiles, je ne pense pas avoir vraiment cerné comment je fonctionne par rapport à ces situations-là, mais je ne me laisse pas faire rapidement. Je pense qu'au fil des années, j'ai pu développer ce mental-là qui me permet, quand il y a une situation difficile, de toujours essayer de trouver une solution ou de l'encaisser de l'encaisser de manière à ce que je peux toujours continuer à faire ce que je fais en fait et ne pas baisser les bras. C'est aussi pourquoi, au sein d'une fratrie, l'un se remet vite d'avoir perdu son emploi alors que l'autre se morfond pendant des années. Voilà pourquoi, face à une erreur d'arbitrage, au cours d'une compétition sportive, tel père hausse les épaules et laisse passer, alors que tel autre bondit de son siège et fait un scandale. C'est à cause de son style émotionnel que tel ami sera une source sûre de réconfort, alors que tel autre disparaît chaque fois que son entourage a besoin de sympathie et de soutien. Il ne faut pas en vouloir aux gens qui ne savent pas consoler en fait. C'est ça que je comprends. Certains peuvent endosser ce rôle-là quand vous n'allez pas bien. Ils peuvent vous remonter le moral, ils peuvent vous aider. Alors que d'autres, du fait de leur style émotionnel, ils ne peuvent pas être présents, en fait. Voilà pourquoi certaines personnes interprètent sans peine le langage corporel et le ton de la voix, alors qu'à d'autres, ces signes non-verbaux font l'effet d'une langue étrangère inconnue. Voilà aussi pourquoi certains ont de leurs propres états d'esprit, de leur cœur et de leur corps une connaissance que les autres n'imaginent même pas possible.
possible. Je pense que moi, j'ai un souci par rapport à ça, c'est que il m'arrive de me blesser et de m'en rendre compte que après. Bon, je sais qu'il y a des amis qui vont trouver ça bizarre parce que je leur en ai parlé. Bon. Chaque jour offre d'innombrables occasions d'observer les styles émotionnels en action. Je passe beaucoup de temps dans les aéroports et il est rare qu'un voyage ne me permette pas une petite enquête de terrain. Nous le savons, un vol peut dérailler de bien des manières à cause du mauvais temps ou du retard d'un membre d'équipage, sans parler des problèmes techniques, des pannes affectant le poste de pilotage, etc. La liste est longue. J'ai donc très souvent pu observer la réaction des passagers et la mienne lorsque arrive au moment prévu pour le décollage l'annonce redoutée selon laquelle le vol est retardé d'une heure ou de 2 heures, d'une durée indéterminée ou même annulé. En général, s'ensuit un grognement collectif. Mais si vous regardez attentivement les uns et les autres, vous verrez une large gamme de réactions émotionnelles. Il y a l'étudiant en sweat à capuche, sur un casque sur les oreilles, qui hoche la tête au son de la musique et lève à peine les yeux avant de se replonger dans son iPad. Il y a la jeune mère qui voyage seule avec son môme et qui marmotte « super » avant de rattraper son gamin pour se diriger vers le café le plus proche. Il y a la femme d'affaires en tailleur qui s'approche de l'hôtesse pour exiger d'un ton calme mais sans réplique qu'on lui trouve immédiatement un vol, n'importe lequel, qui lui permette d'être à l'heure à sa réunion. Quitte à passer par 4 mondes, il y a ce monsieur aux cheveux gris, vêtu d'un costume sur mesure qui s'avance, furieux, et qui, d'une voix assez forte pour que tout le monde l'entende, demande à l'hôtesse si elle se rend compte à quel point il est important qu'il arrive à destination, qui demande à voir un responsable et qui, le visage empourpré, s'indigne d'une situation aussi intolérable. Je veux bien admettre qu'un retard soit plus grave pour certains que pour d'autres. Arriver à temps au chevet de votre mère mourante est clairement une priorité, et rater une réunion professionnelle dont dépend la survie de l'entreprise fondée par votre grand-père a des conséquences plus graves qu'un retard d'une demi-journée pour un étudiant qui rentre passer ses vacances de Noël pour ses parents. Pourtant, je soupçonne fort que la différence de réaction à un retard exaspérant tient moins aux circonstances extérieures qu'au style émotionnel de chacun. L'existence du style émotionnel pose toute une série de questions liées entre elles. La plus évidente est la suivante. Quand ce style émotionnel apparaît-il? Au début de l'âge adulte? Quand nous nous installons dans les modèles façonnant notre personnalité? Ou bien avant la naissance, comme le soutiennent les déterministes qui s'appuient sur la génétique? Ces modèles de réponse émotionnelle restent-ils stables et constants tout au long de notre vie? Question moins évidente, mais qui s'est posée au cours de ma recherche. Le style émotionnel a-t-il un impact sur la santé physique? Les victimes de dépression clinique sont bien plus sujettes à certains troubles physiques, comme les crises cardiaques et l'asthme, que les gens n'ayant jamais traversé de dépression. Plus fondamentalement, peut-être, comment le cerveau produit-il les différents styles émotionnels? Ceux-ci sont inscrits dans nos circuits neuronaux. Où pouvons-nous les modifier et ainsi changer notre façon de réagir au plaisir et aux vicissitudes de la vie? Et s'il s'avère que nous pouvons modifier notre style émotionnel, au chapitre 11, je suggère qu'il existe des méthodes pour y parvenir. Si vous êtes toujours avec moi, on arrivera au chapitre 11. Cela entraîne-t-il inversement des changements mesurables dans notre cerveau? C'est bon pour aujourd'hui.